Élancés, agiles, puissants et dotés d'une multitude de canons sur le nez et les ailes, les chasseurs de la Seconde Guerre mondiale se sont taillés une place dans l'histoire comparable à celle des plus grands chevaliers du monde médiéval. Il n'est guère surprenant que l'image d'un combat aérien entre un avion de guerre et un appareil ennemi captive autant notre imagination collective. Cependant, dans les années 1930, certains considéraient que l'époque des combats aériens appartenait au passé. La puissance incroyable des énormes bombardiers signifiait que les villes allaient bientôt être rayées de la carte alors que la mort pleuvrait du ciel. Et ces bombardiers n'étaient pas seulement puissants, mais aussi rapides. La Grande-Bretagne, à cette époque, devenait de plus en plus désespérée. Ils avaient déjà besoin d'une réponse à ces nouveaux bombardiers. Ils ont donc pris un pari sur un concept innovant, un concept qui pourrait bien leur donner un outil pour faire face à la nouvelle puissance de feu incroyable qui ne tarderait pas à hurler au-dessus de Londres, laissant des cendres dans son sillage. C'est l'aube des chasseurs à tourelles, bienvenue dans Guerre du Monde. Au XXIe siècle, où la puissance aérienne est le facteur le plus dominant sur le champ de bataille moderne, il est difficile d'apprécier à quel point le concept de mener une guerre dans les airs était nouveau au début des années 1930. L'avion lui-même n'avait qu'un peu plus de 27 ans, mais il n'était véritablement une arme viable que depuis environ 16 ans et de ce fait, les tacticiens militaires qui réfléchissaient à l'apparence d'une future guerre aérienne ne disposaient que des 4 années de la Grande Guerre comme référence pour développer leurs nouvelles tactiques. Le développement des avions avait été lent durant les années 1920 et malgré quelques réalisations aéronautiques notables, comme le vol transatlantique historique sans escale de Charles Lindbergh, les avions de guerre pratiques différaient peu, voire pas du tout, de leurs prédécesseurs de la Grande Guerre. Mais désormais, alors que les nuages de la guerre commençaient à s'amonceler pour un nouveau conflit plus vaste que jamais, l'importance de disposer d'avions avec une plus grande autonomie, capables de voler à des altitudes plus élevées et à des vitesses supérieures, devenait primordiale. Dans ce dernier cas en particulier, celui de la vitesse, d'énormes progrès étaient de réaliser grâce à la collaboration entre les constructeurs d'avions et de moteurs pour participer aux nombreuses courses aériennes de l'époque. Pour démontrer à quel point les avions devenaient nos plus rapides, à la fin de la guerre, en 1918, le Sopwith Camel, qui était le chasseur britannique le plus performant de ce conflit, était capable d'atteindre 113 miles à l'heure. 6 ans plus tard, en 1924, le Gloucester Gamecock était capable d'atteindre 155. 10 ans plus tard, en 1934, la Royal Air Force commandait les Gloucester Gauntlets, qui étaient capables d'atteindre 230 miles à l'heure, et des projets étaient déjà en cours pour de nouveaux chasseurs monoplans qui promettaient des vitesses bien supérieures à 300 miles à l'heure, et ce chiffre ne ferait qu'augmenter. Le problème, bien sûr, était qu'avec ces performances accrues, les tactiques de la Grande Guerre ne pouvaient au plus être appliquées. Et ainsi de nouvelles tactiques étaient largement élaborées à partir de conjectures ou de suppositions éclairées. Étant donné que les leçons durement apprises du front de l'Ouest étaient désormais écartées, certains membres du ministère de l'Air et même de la direction de la Royal Air Force commencèrent à se demander si l'époque des combats tournoyants était révolue, car la vitesse incroyable atteinte, en particulier lors d'une rencontre frontale, semblait dépasser les capacités de tout homme dans le cockpit. Parallèlement, l'autonomie des bombardiers a commencé à augmenter, au point que les chasseurs ne pouvaient plus les escorter jusqu'à leur cible et, de ce fait, ils devaient être mieux capables de se défendre eux-mêmes. Cela a donné naissance au développement de la tourelle de tir motorisée. Placée à des emplacements clés le long du fuselage du bombardier, la tourelle de tir motorisée possédait une puissance de feu supérieure à celle des mitrailleuses manuelles des générations précédentes de bombardiers et pouvait rapidement orienter ses armes vers tout chasseur attaquant situé n'importe où autour du bombardier dès lors que le tireur avait une ligne de mire dégagée.
La menace perçue de ces bombardiers rapides, armés de tourelles capables d'abattre les chasseurs conventionnels, était jugée si importante que la Royal Air Force a commencé à envisager sérieusement le développement d'un nouvel avion de chasse équipé d'une tourelle motorisée pour les contrer. La course à l'armement pour la suprématie aérienne avait véritablement commencé. Au début des années 1930, de nouveaux bombardiers légers monomoteurs comme le Hawker Hart de la Royal Air Force se sont révélés plus rapides que la plupart des chasseurs de l'époque, les rendant pratiquement impossibles à intercepter. Conscient que des ennemis potentiels pouvaient construire des bombardiers tout aussi rapides, la société Hawker a transformé le Hart en un chasseur biplace, ce qui permettrait à la Royal Air Force d'intercepter un avion doté des performances du Hart. Le résultat fut le Hawker Demon propulsé par un moteur Rolls-Royce Kestrel V12 de 512 chevaux qui permettait à ce biplan d'atteindre une vitesse de 182 miles à l'heure. Malgré l'idée répandue que les chasseurs n'ont qu'un seul pilote, les chasseurs biplaces n'étaient pas une nouveauté et existaient même avant leurs homologues monoplaces. Le pilote du Demon disposait de 2 mitrailleuses Vickers 303 tirant vers l'avant, montées dans des rainures sur le fuselage, tandis que le mitrailleur à l'arrière était équipé d'une seule mitrailleuse Lewis 303. Cependant, c'est ici que le problème des concepts anciens, confrontés à la puissance incroyable des nouvelles machines, a commencé à se manifester. La vitesse du Hawker Demon à plein régime était telle que, lorsqu'il fonçait pour intercepter un avion ennemi, le mitrailleur arrière avait beaucoup de mal à tourner physiquement le canon de la mitrailleuse dans le flux d'air de l'appareil. Cela rendait le combat à la fois physiquement épuisant et très inefficace. Alors des travaux ont commencé pour résoudre ce problème, ce qui a conduit au développement d'une tourelle de tir motorisée afin d'alléger la tâche du mitrailleur et de doubler sa puissance de feu disponible. Les tourelles de tir à commande hydraulique du Demon étaient assez rudimentaires et consistaient en un bouclier de protection appelé carapace de homard, derrière le mitrailleur qui bloquait le flux d'air au-dessus de sa position, améliorant ainsi la précision de la mitrailleuse et la facilité de mouvement lors de l'engagement d'avions dans l'hémisphère arrière. La production est passée de l'ancien modèle Demon à ses soi-disant Demon à tourelle, et finalement les anciens modèles ont été renvoyés à l'usine pour être convertis. Le Demon à tourelle était un excellent avion pour son époque, mais son heure de gloire ne durerait pas longtemps. Servant discrètement pendant les années 1930, il fut retiré du service au début de la guerre, mais le concept de chasseurs équipés de tourelles continuait de séduire les commandants de l'aviation britannique. Peut-être désireux de prendre l'avantage dans cette nouvelle ère de la guerre aérienne, en 1935, le ministère de l'Air britannique publia la spécification F935 qui exprimait le souhait que la Royal Air Force mette en service un grand chasseur monoplan dont l'armement principal serait contenu dans une tourelle située derrière le pilote. Parmi les nombreux constructeurs aéronautiques britanniques de l'époque, seuls 2 projets furent finalisés. L'un par Hawker, déjà producteur du Demon à tourelle et futur fabricant du célèbre Hurricane, l'autre par Boulton Paul qui gagnait de l'expérience avec les tourelles motorisées en construisant sous contrat le Demon de Hawker et en fabriquant le bombardier Overstrand. Le ministère de l'Air s'intéressa d'abord au projet de Hawker mais choisit finalement la proposition de Boulton Paul qui reçut la commande de production. Le nouvel avion intégrait de nombreuses caractéristiques qui devenaient la norme pour la prochaine génération d'appareils de guerre, comme le fait d'être un monoplan plutôt qu'un biplan et de posséder un train d'atterrissage rétractable afin d'augmenter l'efficacité aérodynamique une fois en vol. La puissance provenait d'un moteur Rolls-Royce Merlin qui allait devenir le moteur standard de la force de chasse de la Royal Air Force dans les années à venir puisqu'il fut choisi aussi bien pour le Hurricane que pour le Supermarine Spitfire. Bien que la puissance de la tourelle ait un prix, l'appareil serait plus lent que ces avions. Capable d'à peine dépasser les 300 miles à l'heure, la tourelle a été conçue par la société Frazer-Nash et était équipée de 4 mitrailleuses de calibre 303 montées en 2 paires opposées. Initialement orientée manuellement, elle a ensuite reçu un système hydraulique permettant une rotation à 360 degrés.
Les mitrailleuses étaient automatiquement coupées électriquement si elles visaient l'arc de l'hélice ou la queue. Cependant, comme la tourelle était destinée à être l'armement principal du nouvel appareil, les concepteurs n'ont pas inclus d'armement orienté vers l'avant, convaincus que la tourelle serait suffisante pour engager les avions ennemis. Surnommé le Bolton Paul Defiant, le nouveau chasseur à tourelle vola pour la première fois le 11 août 1937 et passa des essais d'acceptation moins d'un an après. L'appareil s'est révélé être une plateforme stable, parfaite pour son rôle de chasseur à tourelle, mais des retards dans le développement puis dans la production ont fait que le Défiant n'était pas prêt à entrer en service lorsque la guerre a éclaté, le 1er septembre 1939. La Royal Air Force a été fondée le 1er avril 1918 et a été créée à partir de la fusion du Royal Flying Corps de l'armée et du Royal Naval Air Service. Ainsi, pendant presque toute la période de l'entre-deux-guerres, la puissance aéronavale est restée dans l'incertitude entre ce que l'amirauté voulait faire et ce que la Royal Air Force, sa maison mère, désirait. La Fleet Air Arm, ou FAA comme on l'appelait, était souvent organisée selon le modèle de la Royal Air Force, utilisant des versions navalisées des avions de la Royal Air Force et par conséquent, la FAA cherchait également à développer son propre chasseur à tourelle en même temps que la Royal Air Force. Publiée en décembre 1935, la spécification 03035 décrivait un avion globalement équivalent au Defiant, bien que la FAA ait en tête une doctrine opérationnelle légèrement différente. La Royal Navy s'accrochait encore à la conviction que l'artillerie navale était le principal moyen de défendre la flotte contre les attaques aériennes et considérait donc ces avions de chasse comme des piquets volants, opérant hors de la portée visuelle de la flotte afin de donner un avertissement précoce d'une attaque imminente de bombardiers. Il voyait également les chasseurs comme un moyen de repousser les avions de patrouille maritimes ennemis qui suivaient la flotte et coordonnaient les attaques des navires et sous-marins hostiles. C'est à cause de ces facteurs que la Fleet Air Arm n'a jamais anticipé qu'elle devrait affronter des chasseurs de haute performance lors d'un futur conflit, et donc elle n'avait pas de besoin pour des versions navales du Hurricane ou du Spitfire avant 1939. Bolton Paul a adapté leur conception pour la Royal Air Force afin de répondre aux exigences de la Fleet Air Arm, proposant un Défiant naval. Mais au final, le contrat a été attribué à la société Blackburn, qui a proposé une évolution de leur avion de guerre polyvalent SCUA, alors en cours de développement pour un usage naval. D'une conception monoplan à aile basse, le SCUA plutôt médiocre illustrait bien la façon dont la marine percevait l'utilisation de ces avions plus lents que les équivalents terrestres, mais censés remplir les 3 rôles principaux de chasseurs, bombardiers en piqué et reconnaissance, tout en restant toujours secondaires par rapport à l'artillerie des navires de guerre. Surnommé le Blackburn Rock, le prototype du nouvel avion vola pour la première fois le 23 décembre 1938 et 3 exemplaires furent ensuite acheminés à Martlesham Heath pour une évaluation gouvernementale en mars 1939. Les performances du chasseur naval à tourelle étaient terriblement décevantes. Sa vitesse maximale n'étant que de 223 miles par heure, soit 80 miles par heure de moins que le Defiant, qui lui-même n'était déjà pas tout jeune comparé à un Spitfire. De plus, comme beaucoup d'appareils de la Fleet Air Arm, le Rock était censé pouvoir opérer comme hydravion, mais lors des essais dans cette configuration, l'appareil s'est révélé extrêmement instable et un prototype s'est écrasé en conséquence. Une légère refonte a été mise en œuvre pour corriger le problème, mais les flotteurs faisaient perdre encore plus de vitesse au Rock, réduisant sa vitesse maximale à seulement 193 miles par heure et ils n'ont donc jamais été utilisés en opération. Le chef des services aériens de la marine, l'amiral Sir Alexander Ramsay, était tellement peu impressionné par le Rock qu'en 1938, il recommanda d'abandonner immédiatement le projet pour se concentrer sur des modèles plus performants. Malheureusement, la bureaucratie l'avait devancé. Et avec un besoin désespéré de réarmement, le ministère de l'Air avait déjà passé une commande de 136 Rock et celle ne devait pas être annulée en raison des perturbations que cela aurait causées à la chaîne de production chez Bolton Paul, qui avait été sous-traitée par la société Blackburn déjà débordée pour construire le Rock. Ainsi,
La FA entamait la Seconde Guerre mondiale avec un chasseur à tourelle dont elle ne voulait pas. Ainsi, le rideau tombe sur la période de paix en Europe et le monde est à nouveau plongé dans la gueule de la mort et de la destruction à un niveau jamais vu auparavant ni depuis. Et comme nous pouvons le voir, les failles dans le plan des chasseurs à tourelle commencent déjà à apparaître. Ces failles mèneront bientôt à un effondrement presque total et avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous verrons le concept du chasseur à tourelle partir en fumée. Rejoignez-nous la prochaine fois sur Guerre du Monde pour la deuxième partie de l'histoire de la super-arme ratée de la Grande-Bretagne, la chute du chasseur à tourelle. Merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne et je vous dis à la prochaine.